Salut, bienvenue dans cette vidéo de défrichage. L'idée c'est qu'on lise ensemble un article de presse écrit à l'époque coloniale et de temps en temps je fais des pauses pour vous donner des références et expliquer des éléments de contexte. Donc aujourd'hui on va lire un article paru dans la revue L'Étudiant Noir, qui est la revue éditée par l'Association des étudiants martiniquais de France. Oui, je sais, tous les Noirs ne sont pas martiniquais et vous allez comprendre un peu l'idée. Faut que je vous donne quelques éléments de contexte. On est en mars 1935, quelques années après la Première Guerre mondiale, quelques années avant la Seconde. On est dans le fameux entre-deux-guerres. On est toujours sous la Troisième République. Troisième République, ça veut dire en plein empire colonial. Puisque la Troisième République, c'est elle qui a relancé les politiques de conquête coloniale française en colonisant l'Afrique et une partie de l'Asie. Du coup, de plus en plus d'étudiants venus des colonies s'installent en métropole, notamment à Paris, dans l'université de la Sorbonne. Parmi ces étudiants, il y en a qui viennent d'Afrique du Nord, d'Asie, d'Afrique subsaharienne et des Antilles, les fameux Martiniquais, qui se réunissent en association depuis quelques années pour parler des problèmes spécifiques que rencontrent les étudiants antillais dans l'Empire colonial, mais aussi en France. Il faut que je vous montre la couverture de l'Étudiant Noir. C'est donc un journal qui a été scanné et qui est disponible sur Gallica. Vous pouvez le trouver, le lien est dans la description de cette vidéo. D'ailleurs, je vous demande de mettre un petit pouce et de vous abonner à cette vidéo. J'en ai besoin pour que l'algorithme YouTube me donne une meilleure visibilité. Le like, l'abonnement, c'est maintenant. Et comme je disais, l'Étudiant Noir, journal de l'Association des étudiants martiniquais en France, dans lesquels on va parler de plein de choses. Il est distribué en métropole et dans les colonies, mais aussi à l'étranger, c'est-à-dire dans les autres pays européens par exemple. Mais l'article qui va nous intéresser aujourd'hui se trouve dans la page 2. Il s'intitule « À propos de l'association » et a été écrit par André Midas. J'ai pas réussi à trouver des informations sur André Midas, donc si vous en trouvez, dites-le moi dans les commentaires. Comme vous pouvez le voir, le scan n'est pas de très bonne qualité, alors avec l'équipe d'Histoire Crépue, on a réécrit tout le texte et vous le trouvez disponible dans les sources. André Midas va nous expliquer les problèmes que rencontrent les étudiants martiniquais et plus généralement les étudiants noirs lorsqu'ils essayent de se réunir pour parler de questions politiques et culturelles qui les concernent. On commence la lecture au 3e paragraphe. Nous avons été enthousiastes dès l'abord, connaissant que des étudiants qui ont des intérêts communs doivent se réunir pour se défendre. Puis, surpris que dans la métropole, une minorité issue d'une même île, sinon d'une même race, ne put trouver en soi cette harmonie, cet équilibre, sans quoi rien de solide ne se peut définir. Dès le début, on sent que même s'ils sont tous martiniquais, même s'ils sont tous noirs, ils sont pas forcément tous d'accord politiquement. Et c'est un problème qu'on retrouve encore aujourd'hui dans nos universités et dans les mouvements politiques qui traitent de questions antiracistes ou qui s'intéressent au sort des personnes non blanches en général. C'est pour ça que j'aime bien lire ce genre d'article. Il y a toujours des connexions à faire avec aujourd'hui. Avant que j'oublie, vous avez sans doute remarqué qu'il utilise le mot race. Et je rappelle qu'on est bien en pleine période coloniale, 1935, et que c'est un mot qui est encore très utilisé. C'est justement à cette époque que les intellectuels noirs ou asiatiques essayent de déconstruire la notion de racisme et que les premières propositions antiracistes sont élaborées. Donc vous voyez que le mot reste parfois employé tel quel. Quelque temps, nous avons pu croire qu'un bulletin, de belle apparence et qui sortait régulièrement, témoignait des bonnes dispositions de l'association. Mais lequel de nos bulletins peut se flatter d'avoir vécu plus d'une année? Nous avons été déçus, irrités, notre énergie s'en est allée. J'en sais qui ont quitté l'association sans esprit de retour, las de nos vaines palabres en quoi se résumaient les réunions de l'Assemblée. Ouais, donc ça avait pas l'air d'aller très bien entre les Martiniquais et plus généralement les Noirs. Alors pour remettre un peu de contexte, il faut que je vous explique ce qu'il entend par ce bulletin qui sort périodiquement et qui a l'air très beau. En réalité, l'Étudiant Noir est une publication qui fait suite à un autre journal qui s'appelait L'Étudiant Martiniquais. L'Étudiant Martiniquais, c'est un journal qui paraît en mai 1934. À ce moment-là, vous voyez qu'il y a une cohérence entre le nom de l'association, Étudiants Martiniquais de France, et le nom du journal. Mais très vite, les Martiniquais se rendent compte qu'il y a d'autres personnes noires, parfois issues d'Afrique subsaharienne, qui fréquentent l'université de la Sorbonne à Paris, et donc ils élargissent le cercle, ils ne se limitent plus aux étudiants de Martinique, et donc on trouve d'autres Antillais, des Sénégalais, etc. D'où le nouveau titre, L'Étudiant Noir. Je continue la lecture. Il nous fut donné, en juillet 1934, d'assister à un curieux spectacle. Une séance de l'Assemblée Générale, la dernière avant les grandes vacances, tournant à la confusion et levée précipitamment par un président en désarroi. La scène n'eut rien d'épique à la vérité, mais elle en disait long sur la force réelle d'une association qui ne se proposait rien moins, selon les termes d'un de ses dirigeants, que de traiter d'égal à égal avec les représentants des pouvoirs publics.
Quand je lis ce genre de phrases, je me dis qu'on manque vraiment de culture politique et d'histoire des luttes. En réalité, depuis 1934, les étudiants noirs et martiniquais plus précisément se posent la question, est-ce qu'il faut rentrer dans l'institution pour la critiquer ou est-ce qu'il faut en sortir et la défoncer de l'extérieur? Des questions qu'on continue à se poser aujourd'hui et peut-être qu'on devrait se renseigner sur les disputes qui ont déjà eu lieu. Malheureusement, elles sont assez mal archivées et donc on n'a pas trop d'accès à cette mémoire. Continuons à lire. Dehors, sur cette place du Panthéon, alors tranquille et quasi déserte, nous commentâmes l'événement. Notre surprise était profonde, et plus profond encore notre écœurement. Nous pensâmes que pareille pétaudière pouvait s'intituler Association Générale des Étudiants Martiniquais, mais qu'il ferait beau voir qu'elle répondit aux vœux de tous nos camarades et aux nôtres. Désireux de faire œuvre commune, nous n'aboutissions, faute d'entente, qu'à la chicane et à l'incohérence. Toujours la dispute, ça n'a pas l'air d'aller, mais j'ai bien aimé qu'il parle de la place du Panthéon, parce que comme je vous l'ai dit, ça se passe à la Sorbonne, dans le quartier latin, donc en plein cœur de la métropole coloniale. Vous avez tous ces étudiants venus des différentes colonies qui se rassemblent et qui commencent à réfléchir ensemble à leurs conditions de coloniser. Et aussi, ils se rendent compte de la différence qui existe avec leurs camarades blancs, qui eux, jouissent totalement de la citoyenneté française et de tous les droits que ça implique. Et pour vous rendre compte à quel point ces étudiants colonisés étaient présents dans le quartier latin, présents dans la capitale, je vous conseille de vous inscrire aux visites du Paris Noir organisées par Kevidona, qui sont hyper intéressantes. Moi, j'ai découvert plein de choses. Franchement, vous allez apprendre plein de trucs. Je reprends la lecture. Le bilan culturel fut des plus maigres ces derniers temps. Pas la moindre conférence au cours de toute une année. Nous n'eûmes guère qu'un numéro unique du journal des étudiants. Peut-être merveilleux, par là même, et qui, dans 100 ans, suscitera, j'imagine, les fortes enchères et les recherches patientes des amateurs. J'ose penser que nombre d'entre nous, pour l'avoir souvent inventorié, en connaissent par cœur tous les coins et recoins. Mais c'est là sans doute herbe bien maigre à notre râtelier. Alors s'il y a des collectionneurs et des collectionneuses parmi vous, il est temps de retrouver les rares et précieux exemplaires du journal L'étudiant martiniquais, parce que vraiment c'est dur à trouver. Donc il était un peu visionnaire André Midas quand il dit ça. Les gars essayent de faire un journal qui rassemble leurs idées, dans lequel ils construisent une pensée politique, et finalement il y a un numéro qui sort vite fait, ils s'embrouillent tous les uns avec les autres, et plus rien pendant une année. Mais ce numéro qui sort en fait il est fondamental, et on en a quasiment pas de traces. Alors il y a le scan sur Gallica, mais c'est pas le scan de tous les numéros. Et pourtant dans ces journaux on a plein d'éléments qui sont les bases et les fondements de la pensée antiraciste française. C'est pour ça que c'est important de les retrouver et de pouvoir les fouiller. Je vous donne un exemple. Dans L'étudiant martiniquais, vous allez page 3 et vous trouvez un article sur la colonisation et l'opinion blanche qui a été écrit par Édouard Monville. Vous avez vraiment accès à la pensée décolonisée à l'époque coloniale, alors qu'ils sont justement confrontés concrètement à la pensée coloniale française, aux administrateurs, aux généraux, à la propagande. Qu'est-ce qu'ils disent à ce moment-là? Comment est-ce qu'ils se dépatouillent avec ce statut complexe de colonisé? Je continue à lire. La violente secousse que fut le remaniement des biens et prêts d'honneur paraissait consacrer l'écrasement définitif d'un organe débile et lymphatique. Donc là, il est en train d'expliquer comment le journal L'étudiant martiniquais est voué à sa perte. Or, il est apparu que nous nous sommes trompés. Voici venir un comité formé de jeunes éléments, nerveux, libres de tout préjugé et contenteurs de toute routine. Ils ont foi en une régénération de l'association des étudiants martiniquais. Ils montrent tour à tour de la verve, de l'ironie, de l'âpreté. Ils parlent net, dédaigneux des périphrases et des formules de compromis. S'ils ont parfois la dent dure, sachons leur gré d'agir à découvert et de signer leurs articles. Ils jouent franc jeu, chose capitale, ils honnissent solennellement la politique et se défendent de se laisser guidés par elle dans leur activité corporative. Une nouvelle génération de militants se lève, qui remet en question toutes les disputes et tous les désaccords qu'il y avait avant, qui ne permettaient pas une vraie union et une vraie proposition politique, et eux, ils osent affirmer des choses. Ils osent porter une parole politique dont ils sont fiers et qu'ils signent avec leur nom. Une parole parfois radicale, et c'est ce qu'on va découvrir dans les prochains articles. De qui on parle ici? On parle d'Aimé Césaire, on parle de Léopold Sédar Senghor, on parle de Paulette Nardal, entre autres. L'expérience, encore un coup, nous semble intéressante. Ces jeunes, nos condisciples, nous avons les yeux fixés sur eux. Attendons-les à l'œuvre. Signé André Midas. André est plutôt dans le clan des anciens, de l'étudiant martiniquais, et on sent un vrai vent d'espoir par rapport à cette nouvelle génération qui arrive et qui effectivement va marquer l'histoire et poser les bases de sa révolution politique, culturelle et intellectuelle dans le journal L'étudiant noir. Pour terminer, il faut que je vous donne quelques autres éléments de contexte. L'étudiant noir, c'est pas une publication seule dans un paysage vide de toute prise de parole indigène. Déjà à l'époque, il y avait tout un tas de journaux dans l'entre-deux-guerres qui portaient la parole décolonisée. Je vous ai mis un lien dans lequel vous trouvez par exemple la revue African Art, Black Orpheus, L'étudiant martiniquais justement, la Dépêche africaine,
la Revue du Monde Noir, Les Griots, Peuple Noir et Africain, tout un tas de revues qui sont sorties entre les années 20 et les années 80 et qui donnent justement la parole aux colonisés. Je vous ai mis aussi le lien vers 3 revues. L'une s'appelle Africa, l'autre s'appelle La Race Nègre et l'autre s'appelle Le Cri des Nègres, qui sont des revues qui s'intéressent à la fois aux questions de racisme à la période coloniale, mais aussi aux questions des droits des travailleurs, notamment noirs. Et c'est des revues qui sont assez radicales. On va s'arrêter là, j'espère que ce défrichage vous donne une bonne idée de la situation des étudiants noirs en France dans l'entre-deux-guerres et les questions qui se posent, comment ils arrivent à reprendre la parole sur leur situation politique et les idées qu'ils ont envie d'exprimer. Dans ma prochaine vidéo, on va continuer à lire ce journal pour découvrir la pensée d'Aimé Césaire, qui, en 1935, critiquait le principe de l'assimilation. On lira un article qui s'intitule Jeunesse noire et assimilation. Il était un peu radical à l'époque, Aimé Césaire, et j'espère que vous aurez envie de découvrir cette vidéo. Il est encore temps d'appuyer sur like, le petit pouce bleu, et de vous abonner à la chaîne Histoire Crépue. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement, le lien de mon Patreon est dans la description de cette vidéo. Comme je l'ai dit au début, ce format est un défrichage, je peux me tromper, je peux mal interpréter certains éléments historiques, donc n'hésitez pas à venir en débattre dans les commentaires ou sur mon Discord. Et moi je vous dis à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao!